Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Très loin. Alors, comment tu te sens? Je me sens incroyablement bien. Je veux dire, je suis très faible, mais je me sens incroyablement bien. Mais c'était, de loin, le pire mois de ma vie. Il a fait danser le monde avec Faith, attaqué sa propre maison de disques en justice à l'apogée de sa carrière et transformé une arrestation dans des toilettes publiques en tube mondial. George Michael n'était pas seulement une icône de la pop. Il était une contradiction vivante, audacieux et réservé, brisé et brillant, au cœur de scandales et adoré. Mais voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Quel métier inhabituel George Michael a-t-il exercé autrefois, qui l'a amené à se cacher derrière une colonne parce qu'il était trop nerveux pour parler? Répondez en commentaire, la solution sera dévoilée plus tard dans la vidéo. Restez avec nous pour découvrir des histoires de lettres secrètes, de querelles de superstars, de millions anonymes et du rebelle au grand cœur derrière ses célèbres lunettes. Mais pour vraiment comprendre l'homme derrière la légende, il faut revenir là où tout a commencé. Parce que la jeunesse de George recelait des détails discrets et des moments décisifs qui ont tout changé. La blessure à la tête qui a fait naître une légende. Le nord de Londres était calme à l'époque, le vinyle crépitait aux fenêtres de l'étage, les enfants pédalèrent dans les rues de banlieue et les épiceries du coin connaissaient votre nez et votre nom. Au milieu de tout cela, il y avait un garçon nommé Georgios, né en 1963, d'un père chypriote grec et d'une mère anglaise. Il a grandi à Kingsbury, puis a déménagé à Radlett avec sa famille. Garçon timide, un peu rond, il portait des lunettes et gardait pour lui un rêve secret. La vie à la maison était chaleureuse mais traditionnelle. Son père Jack tenait un restaurant et doutait des rêves de son fils, tandis que sa mère Leslie, ancienne danseuse, encourageait le côté créatif de George. À 8 ans, George avait déjà pris une décision discrète. Il voulait devenir musicien. Trouvant un vieux gramophone dans le garage, il a écrit sa première chanson à 6 ans, sans en parler à personne. À l'école, il était timide et un peu rond. Plus tard, il s'est décrit comme un garçon gros à lunettes. Mais il avait un feu secret en lui. La musique en est devenue son échappatoire, son identité et sa rébellion. Un tournant survint. À 8 ans, George subit une blessure à la tête nécessitant des points de suture. Il plaisantait plus tard en disant que cela lui avait mis la musique dans la tête. Que ce soit le destin ou une coïncidence, à partir de ce moment-là, sa passion pour la mélodie ne fit que s'intensifier. À l'adolescence, il faisait la vaisselle dans le restaurant de son père et enchaînait les petits boulots, dont un rôle inoubliable de DJ au Bel Air Diner à Bushey. Trop nerveux pour parler, il annonçait les chansons cachées derrière une colonne, les mains moites et la voix tremblante. Cette cabine étouffante fut sa première scène, origine ironique d'un homme qui se produirait devant des millions. Tout a changé lorsqu'il a rencontré Andrew Ridgeley à l'école Bushey Mead. Andrew aperçut en George ce que George avait du mal à croire lui-même. Leur amitié n'a pas seulement changé ses années d'école, ce fut l'étincelle qui a déclenché un phénomène. Les rêves de cours d'école et les gramophones au garage n'étaient qu'un début. La véritable tempête n'était pas encore arrivée, et quand elle frapperait, elle bouleverserait la musique pop jusque dans ses fondements. L'ascension, le procès et le blouson en cuir. Au début des années 80, George Michael n'était plus le garçon timide caché derrière un pilier de restaurant. Il montait sur les plus grandes scènes de la pop. Wham a explosé avec une confiance éclatante et des refrains irrésistibles, mais c'est la voix de George, son écriture et sa profondeur latente qui ont discrètement propulsé l'ascension du duo. Derrière les clips flashy et le charme espiègle, il avait déjà envie d'en dire plus. Être davantage. Quand Faith est sorti en 1987, cela l'a propulsé de jeune idole de la pop à icône mondiale. La veste en cuir, la barbe de 3 jours, l'assurance, tout cela respirait la confiance. Mais à l'intérieur, George était déjà en train de lutter. Les projecteurs l'excitaient et l'étouffaient à parts égales. Il a avoué plus tard avoir été malheureux et ne plus jamais vouloir ressentir cela. La machine à succès qu'il avait construite commençait à ressembler à un piège. Dans un geste inattendu, George a choisi de s'effacer de sa propre image. Pour Listen Without Prejudice, volume 1 en 1990, il a refusé d'apparaître dans les clips musicaux ou même sur la pochette de l'album. Ce n'était pas une rébellion gratuite, mais reprendre possession de sa voix et de son âme face à une industrie qui privilégiait le potentiel commercial au détriment du sens. La maison de disques a rechigné, stoppant la promotion. George a réagi en lançant la tournée Cover to Cover, en reprenant des chansons de Stevie Wonder et d'Elton John au lieu de promouvoir ses propres succès. Les fans ont adoré. Sony non.
S'ensuivit l'un des conflits juridiques les plus marquants de la pop. En 1992, George a poursuivi Sony en justice, se qualifiant lui-même d'esclave professionnel. Il a perdu, mais ce combat a fait des vagues et a consolidé son héritage en tant qu'artiste qui plaçait l'intégrité au-dessus de la facilité. Même quand la controverse a éclaté, George a su faire preuve d'élégance. Après son arrestation dans des toilettes publiques en 1998, qui l'a forcé à faire son coming out, il a transformé le scandale en un hymne audacieux, Outside, avec boules à facettes et uniforme de policier. Il a ri, dansé et prouvé qu'aucun tabloïd ne pouvait le définir. Pourtant, hors ce scène, les rituels silencieux, gestes secrets et joies cachées révélaient un George bien différent de celui que le monde croyait connaître. Le maître tendre derrière les lunettes noires, loin des flashs et de la lutte pour la liberté artistique, George Michael se transformait en quelqu'un de bien plus doux. Il était un vrai papa pour ses chiens, appelant ses chers labradors Meggy et Abby, Mia. C'est-y mes filles. Un moment en coulisses capturé dans un documentaire de 1999 montrait George visitant un refuge et tombant instantanément sous le charme d'un petit chiot shih tzu ébouriffé, le couvrant de baisers comme un homme ayant trouvé la paix dans la forme la plus simple de l'amour. C'était un aperçu du vrai George, affectueux, terre-à-terre et joyeusement décalé. Ce n'étaient pas des coups de pub. En privé, l'amour de George pour les animaux était aussi constant que son talent musical. Malgré toutes les sbrouffes de Face, sa vraie foi semblait résider dans la tendresse du quotidien, surtout celle qui n'avait pas besoin d'applaudissements. Intimité, faits et paroles écrites à minuit. La relation de George avec la célébrité a toujours été complexe. Comme dit plus tôt, il cherchait la solitude autant que le contact humain. Alors que le public voyait des interviews glamour et des lumières de stade, il trouvait du réconfort dans des rituels silencieux. Il aimait cuisiner pour ses amis, des plats méditerranéens réconfortants, toujours proches de ses racines chypriotes grecques, et il se retirait souvent dans sa maison de campagne à Goring-sur-Thames, juste pour respirer. Il écrivait souvent ses chansons tard la nuit, quand tout était silencieux. Ces sessions nocturnes n'étaient pas seulement créatives, elles étaient sacrées. Il n'est pas surprenant que certaines de ses chansons les plus émouvantes portent une sorte d'intimité nocturne. George n'avait pas besoin de l'attention générale pour créer sa magie. Il voulait juste de la tranquillité. Rire dans le noir. L'esprit d'autodérision de George. Face à une humiliation publique, George répondait toujours avec esprit. Après son arrestation en 1998 à Beverly Hills, oui, ce moment-là, il a sorti Outside, un morceau disco kitsch et assumé qui se moquait de toute la situation avec des sirènes, des uniformes et des boules à facettes. Il plaisantait en disant que le pire n'était pas d'avoir été pris, mais de l'avoir été torse nu en étant gros. Cet humour impertinent n'était pas isolé. En 2007, il a fait une apparition brillamment autodérisoire dans Extras, affalé sur un banc de parc avec un kebab, jouant une version de lui-même qui traînait à Hampstead Heath pour des aventures d'un soir. Dans un autre sketch avec James Corden, il s'est moqué de ses arrestations pour drogue. George savait qu'il ne fallait pas trop se prendre au sérieux, même quand les tabloïds le faisaient. Le donateur secret. Derrière le sarcasme et la célébrité, il y avait un homme qui transformait discrètement des vies. George Michael faisait des dons en toute discrétion. Il a offert tous les droits d'auteur de Jesus to a Child à l'association d'aide téléphonique pour enfants. Childline, l'association d'aide aux enfants à laquelle il a versé les droits d'auteur de Jesus to a Child, une chanson écrite pour Anselmo Falepa, son premier amour, comme nous l'explorerons plus en détail plus tard. Il a aussi donné tous les bénéfices de Don't Let the Sun Go Down on Me à des associations contre le VIH/SIDA et à des œuvres caritatives pour enfants. Des millions ont été versés, mais aucun gros titre ne l'a annoncé à l'époque. Ce n'était pas tout. George a donné un jour 5000 livres à une étudiante infirmière pour l'aider à rembourser ses dettes. Une autre fois, il a entendu une femme dans l'émission Deal or No Deal parler de son besoin d'un traitement de FIV et il lui a envoyé anonymement 15 000 livres. Il faisait même du bénévolat anonymement dans un refuge pour sans-abri chaque Noël, lavant la vaisselle, servant des repas, demandant à ses collègues de ne pas révéler aux invités qui il était. Ce n'étaient pas des coups de pub. C'étaient des gestes de compassion personnelle d'un homme connaissant la souffrance silencieuse. L'homme, pas le mythe. Chez George, ce qui marque, ce n'est pas la richesse, mais ce qu'il a accompli sans ostentation. Il ne se souciait pas des yachts ou des tapis rouges.
Ses moments préférés étaient les repas entre amis, les câlins avec ses chiens ou surprendre des inconnus par des actes de gentillesse. Ce même homme qui attaquait une maison de disques et enchaînait les tournées à guichets fermés, rentrait cuisiner ou écrire des paroles seul dans son jardin. Il vivait des contradictions. Dieu de la pop et âme discrète, farceur et homme en deuil, reclus et rebelle, toutes ces facettes avaient un sens ensemble. Sous les rires et les sessions de cuisine nocturne, se cachait un homme dont les histoires les plus profondes s'écrivaient dans les liens qu'il avait noués et ceux qu'il avait perdus. Le troisième larron qui s'est construit une famille. Des romances fulgurantes aux amitiés de toute une vie, les relations de George Michael étaient riches en émotions, en complexité et en moments qui ont façonné son âme et ses chansons. Anselmo Felipa était son premier grand amour, un designer brésilien qu'il a rencontré en 1991. Leur relation fut brève mais marquante. Lorsque Anselmo est décédé d'une maladie liée au sida seulement 2 ans plus tard, George a été dévasté. Comme mentionné précédemment, ce chagrin a inspiré Jesus to a Child, un hommage bouleversant. Et en privé, ce fut le moment où il a fait son coming out auprès de ses parents. Pas en personne, mais à travers une lettre sincère écrite le lendemain de la mort d'Anselmo. Ses parents ont répondu non pas avec stupeur, mais avec amour. Ils étaient en plus préoccupés par le deuil qu'ils traversaient que par la révélation. C'était doux amer. Le chagrin a mené à l'honnêteté, et l'honnêteté a mené à la guérison. Plus tard est arrivé Kenny Goss, un partenaire pendant plus de 10 ans. Leur relation a été parfois joyeuse et parfois tendue, entachée par des problèmes de dépendance et une distance émotionnelle. Pourtant, George disait souvent que Kenny lui apportait à la fois de la joie et de la douleur, ce qui reflétait à quel point leur lien était profond. Et durant ces dernières années, il était avec Fadi Fawaz, dont la présence au moment de la mort de George a provoqué des tensions posthumes avec la famille. Mais toutes ces relations n'étaient bon pas amoureuses. Ces amitiés montraient tout autant son grand cœur. Lorsque Gary Halliwell a quitté les Spice Girls en 1998, c'est George qui l'a emmenée à Saint-Tropez pour la mettre à l'abri du chaos. Ce qui devait être un simple week-end s'est transformé en un été de guérison. Et puis il y a l'histoire de Shirley Holloman. George a littéralement servi de chaperon lors de son premier rendez-vous avec Martin Camp. Le moment où il tenait la chandelle s'est soldé par un mariage, et George est devenu le parrain de leurs enfants. Pourtant, son impact touchait bien plus que ses proches. La manière dont il utilisait sa fortune en disait autant sur son cœur que les personnes à qui il l'a donnée. La fortune qui chante encore. La valeur nette de George Michael au moment de son décès en 2016 était estimée à 200 millions. Sa richesse provenait d'une carrière musicale prolifique, avec plus de 121 millions de disques vendus dans le monde entier, dont son premier album solo, Faith, qui s'est vendu à plus de 25 millions d'exemplaires à lui seul. Sa succession continue de générer des revenus importants, des rapports indiquant que sa société Nobis Hobbies Holding Limited a gagné plus de 30 millions de livres sterling au cours des 2 dernières années. Notamment, 3,5 millions de livres provenaient donc des droits d'auteur de Last Christmas, qui a atteint la première place des charts britanniques en 2023, et 91 559 livres ont été gagnés grâce à un documentaire Netflix, célébrant le 40e anniversaire de Wham. Malgré ce succès financier, des inquiétudes ont été soulevées concernant la gestion de sa succession. Après sa mort, George a légué sa fortune de 97,6 millions de livres, principalement à ses sœurs Iota et Mélanie Panayiotou. Après la mort de Mélanie en 2019, des questions ont surgi concernant ce qu'il était advenu d'une grande partie de l'héritage, car son testament n'aurait comptabilisé que 6,2 millions. Pourtant, au-delà des chiffres, la véritable essence de l'héritage de George Michael se reflète dans la façon dont il a choisi de vivre et de donner. Les maisons qui ont abrité son âme. Des cottages tranquilles au somptueux manoir londonien, les choix immobiliers de George Michael étaient moins une question d'apparence que de refuge. Sa propriété la plus personnelle était Mill Cottage à Goring-on-Thames, une retraite au bord de la rivière datant du XVIe siècle où il passait ses week-ends et ses Noëls, souvent avec des amis proches ou tranquillement seul. C'est là que George est décédé le jour de Noël 2016, une fin profondément symbolique dans l'endroit même qu'il appelait son sanctuaire. Le Pool House, qu'il a fièrement montré à Oprah en 2004, est maintenant proposé sur Airbnb, offrant aux fans la possibilité de littéralement entrer dans son univers.
Il y avait aussi sa résidence à Londres, 5 The Grove à Highgate. Achetée en 2002 pour 7,65 millions de livres, cette maison de ville classée au patrimoine de grade 2 reflétait le charme de l'ancien et offrait une grande intimité derrière de hauts murs de briques. Après son décès, la propriété s'était tombée en ruine, mais sa sœur Yoda a ensuite supervisé des rénovations controversées, provoquant la colère du voisinage à propos des arbres patrimoniaux et des améliorations de sécurité proposées. Pour les habitants, cela a marqué un changement poignant par rapport au George qu'ils connaissaient, l'homme qui finançait autrefois la fête de Noël locale et faisait du bénévolat anonymement dans des refuges vers quelqu'un de plus distant et sur la réserve. De l'autre côté de l'Atlantique, sa retraite californienne à Santa Barbara était un pur plaisir architectural, 2,3 hectares de sérénité au sommet d'une falaise, avec des terrasses faisant tout le tour de la maison et un design inspiré de Frank Lloyd Wright. Elle a servi de refuge créatif pendant la réalisation de Listen Without Prejudice et Older, offrant l'isolement nécessaire lorsque la célébrité devenait trop pesante. Pourtant, la relation de George avec ses maisons reflétait bien plus que ses goûts. Elles étaient le miroir de son parcours, de star de la pop à âme discrète, du spectacle au sanctuaire. Chaque mur portait une histoire et chaque refuge lui offrait l'espace pour être lui-même. Malgré sa tranquillité à la maison, le style de George changeait radicalement en matière de véhicules, souvent avec panache, parfois avec des conséquences. Les voitures, les accidents et le style kitsch. Les véhicules de George Michael reflétaient en sa personnalité, élégant, rebelle et porteur d'histoire. Il avait un faible pour les voitures de luxe, à commencer par sa chère Mercedes SLR 107 en 1985. Il l'aimait tellement qu'il en a acheté plusieurs versions au fil des ans et en a même offert une à Jerry Halliwell. Sa collection comprenait également une Ferrari 599 GTB Fiorano et une Bentley Continental GT, preuve qu'il appréciait à la fois la vitesse et le style. Malgré le clinquant, George choisissait souvent d'être conduit dans une BMW série 7, un signe discret de sa préférence pour le confort plutôt que le spectacle dans ses dernières années. Il y avait aussi le Range Rover HSE, immatriculé sous son nom de naissance, faisant partie d'une vie vécue à moitié en public, à moitié dans l'ombre. Il a aussi flirté avec la culture biker, portant une veste en cuir BSA dans le célèbre clip de Faith. Même sans certitude qu'il en avait une, l'image demeure. George, en rocker cool et sûr de lui, misant sur une aura façon Triomphe Bonneville. Il s'agissait plus d'une ambiance que du véhicule lui-même, classique, brut et profondément britannique. Lorsqu'il parcourait le monde, George voyageait avec style. Des jets privés le transportaient entre les continents, surtout pendant sa grande tournée 25 Live. On l'a vu profiter d'excursions en yacht sans jamais se vanter d'en être propriétaire. Ses rares apparitions en mer relevaient d'un plus de la tranquillité que du prestige. Puis vint le côté plus dramatique de son histoire avec les véhicules, comme le tristement célèbre incident de l'autoroute M1 en 2013, où George est tombé d'un Range Rover en marche et a dû être transporté à l'hôpital en hélicoptère. C'était surréaliste, grave et très George. Un flirt avec la catastrophe enveloppé de mystère et d'une frénésie médiatique. Il s'est rétabli, bien sûr, physiquement, avec son humour habituel, et aussi émotionnellement. Cependant, le dernier chapitre de l'histoire de George ne se déroule pas sur des sièges en cuir, ni dans le bruit des moteurs. Il se trouve dans ce qui reste aujourd'hui, sa musique, sa mémoire et la façon dont le monde continue de lui rendre hommage. L'héritage qui continue d'écrire son refrain. Bien que George Michael soit décédé le jour de Noël, 2016, sa présence ne s'est pas estompée. Elle a évolué. Ces dernières années, sa musique a connu un retour en force. Last Christmas a finalement atteint la première place du classement de Noël au Royaume-Uni en 2023 et 2024, près de 40 ans après sa sortie. Sa succession continue de générer des millions, dont 3,5 millions de livres en droits d'auteur et même des bénéfices provenant d'un documentaire Netflix sur Wham. Des documentaires Netflix, des tournées hommages comme La vie et la musique de George Michael continuent de remplir les salles et en 2023, il a été intronisé à titre posthume au Rock and Roll Hall of Fame, un honneur qui aurait dû lui être accordé depuis longtemps. En coulisses cependant, la gestion de sa succession a suscité de discrets remous, avec des questions sur des fortunes disparues et des héritages contestés qui résonnent dans la presse. Son véritable héritage ne réside ni dans les classements ni les polémiques, mais dans sa discrète générosité, son humour autodérisoire et l'art personnel qu'il a laissé. George Michael n'était pas seulement une légende de la pop. C'était une âme qui transformait la tragédie en vérité,
la honte en satire et le silence en chanson. Et longtemps après que les gros titres se soient effacés, sa voix et ce qu'il représentait continuent de résonner. De derrière un pilier jusqu'au sommet des chars, l'histoire de Georges Michael était tout sauf ordinaire. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans sa vie ? Donnez votre avis en commentaire, aimez si ce parcours vous plaît et abonnez-vous pour d'autres histoires similaires. Et si vous en voulez plus, regardez l'une de nos autres analyses approfondies à l'écran maintenant.